Si je fais une bulle avec un support carré, quelle forme aura-t-elle? Essayons. Pour comprendre la forme sphérique des bulles de savon, il convient avant tout de faire un peu de physique pour voir ce qui se passe lors de la formation des bulles. Il y a ce qu'on appelle la tension de surface d'un liquide qui entre en jeu. Les molécules à la surface de l'eau sont plus fortement attirées par les molécules d'eau à l'intérieur plutôt que par celles de l'air ambiant, et cette différence de force fait apparaître une tension à la surface. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut remplir un verre d'eau plus qu'à ras-bord sans que ça déborde. Si nous ajoutons maintenant du savon dans l'eau, nous savons tous qu'il est possible de former des bulles. Cependant, la formation de ces bulles fatigue les molécules, car elles doivent surmonter cette tension de surface, et autrement dit, ça leur coûte de l'énergie. Et au plus la surface est étendue, au plus elles se fatigueront. Ainsi, les molécules vont s'agencer de manière à ce qu'elles puissent renfermer la même quantité d'air, tout en dépensant moins d'énergie, c'est-à-dire en minimisant l'air de la surface. Or, c'est la sphère qui minimise l'air de la surface pour un volume donné, et c'est pour ça que les bulles de savon sont toujours rondes. Nous venons de trouver la solution expérimentale à ce qu'on appelle un problème de minimisation. Avec ce qu'on a appris sur les films savonneux et la tension de surface, on peut s'attaquer à un autre problème de minimisation similaire, mais plus général. Voici notre objectif. Étant donné un contour quelconque, nous voulons trouver la forme du film de savon qui s'appuie sur ce contour. Contrairement à la bulle qui n'a pas de contour, les films de savon ne sont pas complètement libres de prendre la forme qu'ils veulent. Ils sont obligés de rester accrochés à ce contour. Attention, remarquons que les dessins se font sur ce tableau en 2 dimensions, mais en réalité, il faut s'imaginer un contour en 3 dimensions. Ce problème de minimisation a été posé par Joseph Plateau, un physicien belge qui a expérimenté avec les films de savon. En 1873, il remarque que, pour n'importe quel contour fermé qui ne se recoupe pas, il existe un film de savon qui a ce contour. Vraiment n'importe lequel? Le truc, c'est que les mathématiciens ne font qu'à moitié confiance aux physiciens. Et le fait que ça marche avec du savon pour n'importe quel contour ne suffit pas à établir une vérité mathématique. En fait, il se trouve que pour résoudre ce problème mathématiquement, ça leur a donné du fil à retordre. Pour traduire ce problème en termes mathématiques, nous dirons que le problème de Plateau est, étant donné un contour, fermé et qui ne se recoupe pas, trouver une surface minimale qui a ce contour. Voyons maintenant ce qu'est une surface minimale. Une surface minimale est définie comme une surface qui a une aire qui est localement minimale, c'est-à-dire en gros que si on la déforme un peu à n'importe quel endroit sans changer le contour, alors son aire augmente forcément. Attention, certaines surfaces minimales minimisent localement l'air sans que l'aire totale soit la plus petite possible. C'est le cas de certains films de savon. Pour le même contour, il peut donc y avoir plusieurs surfaces minimales. En bref, les films de savon sont des surfaces minimales. Si on veut trouver la surface minimale qui a la plus petite aire totale pour un certain contour, on trouve les différentes surfaces minimales et on compare leurs aires. Pour terminer, voyons une petite propriété intéressante qui caractérise les surfaces minimales. Une surface est minimale si et seulement si la projection stéréographique de son application de Gauss est méramorphe par rapport à la structure de surface de Riemann sous-jacente et que la dite surface n'est pas un morceau de la sphère. Autre propriété un peu plus abordable, les surfaces minimales sont les surfaces dont la courbure moyenne est nulle en tout point. Prenons une surface. Si on se place en un point, en partant dans n'importe quelle direction, on peut voir et calculer combien la surface est courbée dans cette direction. Parmi toutes les directions, on prend celle où la courbure est la plus forte. Notre courbure moyenne est alors donnée par la moyenne de cette courbure et de celle dans la direction perpendiculaire, qui correspond en réalité à la courbure la plus forte dans l'autre sens. Retenons donc qu'une surface est minimale si et seulement si sa courbure moyenne est égale à 0 en tout point. Illustrons cette propriété avec un exemple simple. Pour un contour en cercle, c'est clairement le disque qui minimise l'air. La surface étant plate, la courbure est nulle partout. Si à la place, nous avions pris une surface en forme de montagne,
nous aurions eu des points de courbure moyenne non nuls, et il aurait été possible d'écraser la montagne pour diminuer son aire. Voyons quelques exemples de surfaces minimales bien connues. Si on prend deux cercles et qu'on les plonge dans du liquide savonneux, on obtient une caténoïde. Ceci est la première surface minimale découverte historiquement. On peut voir maintenant que si on sépare ces deux cercles, la caténoïde se casse pour former deux disques. Ceci se passe quand la somme des aires des deux disques est plus petite que celle de la caténoïde. Si on prend maintenant une tige en bois, autour de laquelle on enroule un fil de fer, en spirale, on obtient une hélicoïde. Voici maintenant quelques exemples de surfaces de courbure moyenne nulle. Le toit du stade olympique de Munich est de courbure moyenne nulle. Comme on l'a vu, c'est une surface minimale. En architecture, c'est très intéressant car ça permet d'utiliser moins de matériaux, de réduire le poids et même d'augmenter la solidité de la structure. Les propriétés que nous venons d'étudier peuvent aussi avoir des applications plus surprenantes, comme par exemple dans l'étude des trous noirs. En effet, il s'avère que la surface de l'horizon d'un trou noir peut être vue comme une surface minimale.